Bonsoir à tous. Le président de la CEI a donné une conférence de presse avec à l'ordre du jour la révision de la liste électorale et ses 4,5 millions de nouveaux électeurs. On en parlera dans cette émission et la soutenance de Koné Katinan a été perturbée ce jour à l'université de Cocody par la FESI. Pourquoi ? On essaiera de savoir et de comprendre. Ce sont là quelques sujets au programme de ce talk des vacances. Bienvenue à vous. Que je suis content de retrouver cette équipe chaleureuse, joviale, souriante, mais je suis content, bonjour, bonsoir. Bonsoir Aïcha. Bonsoir à toutes et tous ici, bonsoir chez vous. Comment ça va? Écoute, très bien. Super, ça se sent, ça se voit tout de suite. Alors, Ardon Goï. Bonsoir Eric, bonsoir à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur le Facebook de Live TV. C'est un énorme plaisir d'être avec vous encore ce soir. D'accord. Et à droite, à ma droite, qu'y a-t-il? Il y a Rayana assise, qui est bien assise. Toujours assise. D'accord. Et petit big up quand même à Aïcha qui nous fait la femme de feu tout en rouge comme ça. C'est intéressant à l'écran. D'accord. Merci, c'est gentil. Gandhi Kué. Oui, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de loin. Cravate assortie à la... Excuse-moi de te couper, mais cravate assortie. Un coucou particulier aux deux demoiselles qui ont été hier. L'assortiment de... La contradiction hier. Voilà. Merci à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent depuis Live TV. L'assortiment? Je pense que j'ai oublié. L'assortiment de la cravate avec la couleur rouge. C'est le signe annonciateur. De quoi? On en reparlera. J'étais au vestiaire ailleurs. D'accord. Voilà. Nous sommes très heureux donc d'être avec vous dans cette émission. On va y aller tout de suite avec le sujet concernant la CEI, c'est ça fait l'actu. On y va tout de suite. Révision de la liste électorale, c'est 4,5 millions de nouveaux électeurs convoités par les partis politiques, mais surtout convoités par la CEI, et qui après donc constaté l'effectivité donc de leur présence sur cette liste électorale, d'où la révision, bien sûr, de cette liste électorale. Gandhi, quels sont les enjeux donc de cette révision? Bon, déjà, avant de situer les enjeux, il faut dire déjà que depuis mardi 30 juillet, le président de la CEI, Kulbert Coulibaly, a fait une conférence de presse où il a parlé de l'élection, mais principalement de la révision de la liste électorale. Et là, il a profité pour inviter tous les partis politiques à pouvoir appeler en fait les électeurs, les nouveaux électeurs, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont au nombre de 4,5 millions qu'on attend. Parce que déjà, nous sommes 8 millions d'électeurs et on attend à atteindre le chiffre de 12 millions. Donc 4,5 millions d'électeurs déjà à pâter, à convaincre pour se faire enrôler. L'enjeu déjà, c'est au niveau déjà des partis politiques eux-mêmes et qu'il a déjà même invité, mais à ceux aussi qui ne sont pas de partis politiques, parce que parmi les électeurs, il y a des non-politiques, en fait des électeurs non politiques, et puis il y a aussi des candidats qui ne sont pas politiques, qui sont des candidats indépendants. Il faut profiter pour dire déjà qu'à travers cette invitation du président de la CEI, c'est l'occasion déjà, parce que c'est là que l'élection se passe. Déjà, la conférence même avait pour thème l'élection. L'élection commence déjà avec l'enrôlement. Quand vous n'êtes pas enrôlé, vous ne pouvez pas décider. Donc j'invite tout le peuple ivoirien, ceux qui sont en âge de voter, de venir se faire enrôler en fait, pour pouvoir en fait, décider du sort en fait, du pays en 2025. Pour les premières élections, on déjà fait tout ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Arnaud, est-ce que cette tâche sera facile? La technique, on peut aller derrière, la CEI la connaît très certainement, donc pour l'enrôlement. Non, est-ce que cette tâche sera facile? Je ne pense pas. Déjà, je voudrais, comme Gandhi l'a dit, inviter tout le monde à se faire enrôler parce que voter est un acte civique extrêmement important. Et malheureusement, si on ne décide pas, d'autres personnes décideront à notre place. Est-ce que la tâche sera facile? Non, je ne pense pas parce que malheureusement, après plus de 60 ans, on n'est pas encore arrivé à avoir un état civil maîtrisé. C'est quand même l'une des conditions sine qua non à l'organisation de bonnes élections prévues par le protocole relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance de la CEDEAO de 2001 qui prévoit que tous les États doivent avoir en fait un état civil maîtrisé avec un fichier central. Ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire et pour beaucoup d'autres pays de la CEDEAO. Et quand vous ne maîtrisez pas l'état civil, vous êtes obligé de recourir à, comment on appelle ça, à un enrôlement. Parce que dans un État où l'état civil est véritablement maîtrisé, où on sait
qui est né aujourd'hui, il a 17 ans aujourd'hui, il a 18 ans aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'enrôlement. D'autres amis que j'ai ailleurs, eux ne se font jamais enrôler parce que systématiquement, lorsqu'ils approchent à l'âge de la majorité, ils reçoivent une correspondance pour dire que vous voterez bientôt, ici, là, tac, tac. Il n'y a même pas besoin d'enrôlement. Systématiquement, ils sont sur la liste électorale. Mais on n'a pas encore atteint malheureusement cette technologie, donc on est obligé de recourir. Déjà, il faut maîtriser l'état civil. Tout passe par l'identification des personnes, par un état civil maîtrisé, par un fichier central de l'état civil. Et une fois qu'on aura ça, ce sera beaucoup plus facile. Déjà qu'ils commencent à récupérer toutes leurs pièces d'identité qui... C'est ça également. Qui sont en attente depuis. Le numéro unique, etc., que l'on veut. Et puis la deuxième chose qui pourrait freiner en fait, justement l'enrôlement, c'est le délai. Là, on est pendant les vacances quand même. Et très souvent, on fait les enrôlements pendant les vacances ou en période de pluie. Et puis, on a à peine un mois à en croire la commission électorale, mais il faut encore que ce soit confirmé par un décret pris par l'exécutif. Donc, il y a ces difficultés quand même techniques et des problèmes quand même d'autonomie, notamment en matière de détermination de la période d'enrôlement, qui freine un peu l'enrôlement. Mais il faut quand même, nonobstant ces obstacles, aller aux urnes et puis se faire Je reformule un peu la question pour Aïcha. Donc, on parle de 4,5 millions, Aïcha, de nouveaux électeurs. Hein. Comment arriver donc, à l'effectivité de la participation au vote de tout ce monde? Oui, alors peut-être, c'est un peu extrémiste de dire obliger les gens à aller voter, mais plus de campagne effectivement de sensibilisation. Je suis d'accord avec beaucoup de points qu'Arnaud a soulignés. Il faudrait que ce soit fait aussi dès le bas âge. Je veux dire, comme le service civique, un petit peu, ou le service militaire aussi, il y a dans quelques pays où c'est obligatoire. Je veux dire, c'est un acte civique qui est très important, d'autant plus qu'on a beaucoup de plaintes. C'est un sujet qui a provoqué beaucoup de choses pas très belles ici en Côte d'Ivoire. Donc je pense que pour éviter justement des plaintes, pour éviter des dénonciations de faux résultats, etc., il faut appeler les gens à sensibiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales et surtout, ne surtout pas appeler les gens au boycott des urnes, parce que si on appelle au boycott des urnes, on ne doit pas se plaindre après, en fait. C'est une responsabilité, la parole, comme je le disais hier. Très bien, d'accord. On va lire, 22 millions d'Ivoiriens pour seulement 12,5 millions en âge de voter. Oui, c'est cela. Et puis 8 millions, donc sur les 22 millions, 8 millions, 12 424 électeurs inscrits, 4,5 millions non encore inscrits. Où sont-ils dans la nature? Il faut pouvoir, c'est une façon de parler, il faut pouvoir donc les ramener sur cette liste électorale parce que c'est un acte civique qui est important de poser donc, par tout le monde. Totalement, c'est un acte citoyen. Et puis je rejoins quand même mes confrères quand ils parlent de sensibiliser. Je pense qu'il faut aller jusqu'à convaincre finalement ceux qui sont en âge de voter d'aller voter parce que je pense que encore une grosse majorité de la population n'a pas compris que la décision se prend finalement dans les urnes et pas dans la rue. Et je pense que les échéances électorales prochaines ont une certaine importance et je pense que beaucoup de choses sont attendues de ces échéances et c'est finalement nous qui décidons justement par le vote. Donc je pense que c'est déjà avec ces éléments de langage qu'il faut pouvoir sensibiliser les citoyens à aller s'inscrire déjà sur les listes électorales pour qu'on ait plus de visibilité et puis finalement à aller voter. Après, est-ce qu'on doit rentrer dans un débat de droit ou devoir de vote? Là, je pense qu'on ouvre un sujet qui est plus important quand même, plus qu'important. Plus qu'important, parce que ça a été quand même souligné donc, par le président de la commission électorale indépendante, justement avec, on va dire, une réflexion sur la possibilité d'instaurer une obligation d'inscription à la liste électorale, ce que je soutiens totalement, à la différence... Ce sera la question à Panonceau, il ne faut pas y répondre maintenant. D'accord? Il faut pas aller vite en besogne, ce sera la question à Panonceau. Oui. Si tu permets, je permets. Ce que je veux dire... Ça dépend de ce que tu vas dire. Il faut déjà appeler les citoyens, à se faire enrôler, à se faire inscrire sur les listes électorales. Parce qu'à la réalité, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, on dira peut-être qu'on n'est pas d'accord avec tel gouvernement, mais à la réalité, c'est le peuple qui décide. Et c'est l'occasion plus que jamais de s'inscrire. C'est-à-dire que de pouvoir discuter après, bouder, en fait, pour dire, bon, mon candidat a été battu. C'est là que ça commence, en fait. C'est en amont. Quand vous perdez, en fait, cette étape, vous avez tout perdu. Vos plaintes n'iront nulle part. La meilleure manière de décider, c'est de se faire inscrire sur le listing électoral. Et ça part de maintenant. Voilà. Et ça, c'est l'occasion de le dire aux Ivoiriens. C'est un acte citoyen, en fait, même si ce n'est pas obligatoire, mais je pense qu'au lieu de, si je peux m'exprimer, de se plaindre, plus que jamais, c'est maintenant qu'on doit se faire inscrire. Si tu veux que ton candidat gagne, si tu ne veux pas te plaindre, si tu ne veux pas pleurer, si tu ne veux pas regretter, c'est plus que jamais l'heure de pouvoir te faire inscrire. Ça ne coûte rien, en fait.
C'est rien que pour Il y a un téléspectateur qui se plaint justement, qui dit on vote, on y va pour voter, mais bon, on se rend compte qu'au dernier moment, on ne tient pas compte du tout de ce que nous pensons, de ce que nous disons avec les crises qui arrivent après. On se demande. Je dis, c'est déjà l'occasion, c'est-à-dire l'étape première, c'est de se faire enrôler, de se faire inscrire. Le reste, c'est encore des débats. Mais quand vous ratez cette étape-là, vous ne serez plus dans le circuit des élections. C'est ça, alors, ce qu'il dit. C'est plus que jamais important. C'est pourquoi moi, je veux inviter en fait les pouvoirs publics, au-delà de la CEI, d'utiliser les icônes pour sensibiliser. Puisque l'élection doit transcender les politiques. Parce qu'on a tendance à croire que c'est l'apanage des politiques. Ce n'est pas que les politiques. Il y a des indépendants qui sont candidats. Et ceux qui vont voter ne sont pas que des politiciens. Les prêtres ne sont pas des politiciens. Les policiers ne sont pas des politiciens. Donc, c'est plus que jamais l'occasion de se faire... Les animateurs, les présentateurs. Mais déjà, il faut dire que la CEI avait déjà commencé un travail parce que depuis le 22 jusqu'au 2 août déjà, on a commencé déjà l'installation des commissions locales dans les régions. Tu vas faire la passe à qui d'autre? Très rapidement sur ce qu'il a dit donc, en commentaire, il faut noter quand même qu'il y a une différence entre s'inscrire sur la liste électorale et aller voter. Quand on va voter et qu'on estime qu'on n'a pas eu gain de cause, on est déjà inscrit. Là, vraiment, ce dont on parle, c'est l'importance d'aller déjà faire ce premier pas, s'inscrire. Parce qu'on est souvent sur des actes tout légers, hein. On néglige cette période d'inscription. On a finalement envie de voter, mais on ne peut pas voter au moment venu parce qu'on n'a pas été inscrit. On a négligé cette période. Voilà. Est-ce qu'il y a des faits, est-ce qu'il y a quelque chose, Arnaud Goüi, qui démotive ces 4,5 millions qui sont en attente? Qu'est-ce qui pourrait démotiver? Tu vas répondre à cette question et après on va attaquer donc, la partie des partis politiques qui sont donc en course pour avoir tous ces électeurs. Oui, je pense qu'il y a une variété de raisons. Premièrement parce qu'on associe déjà l'enrôlement aux élections. Donc, dès qu'on dit enrôlement électoral, on s'est dit que c'est pour aller voter, alors que la politique aujourd'hui, n'est pas forcément très sexy. Pour ceux qui ont mon âge, on a connu que 99 coups d'État, 2002 coups d'État, une rébellion pendant près de 10 ans, 2010 bunker, CPI, violence, etc. Donc, finalement, quand vous sortez de toutes ces crises-là, que vous avez tout ce passif, et puis on vous demande d'aller vous enrôler pour voter, vous n'êtes pas forcément très, très chaud. Deuxièmement, parce que les partis politiques qui, malheureusement, dominent la scène politique et la scène publique, n'attirent pas toujours, n'ont pas toujours les moyens, ils ne sont pas toujours très attractifs dans leur façon de faire, dans les idées qu'ils proposent. Je vous mets au défi de faire cet exercice. Visitez la plupart des sites Internet des partis politiques, vous verrez très rarement un parti politique où vous avez les idées du parti. On vous parlera de tournée du président, sensibilisation, réunion, comme si c'est ça qui devait faire adhérer un parti politique. Ça ne parle pas aux jeunes, ça? Non, ça ne parle pas. Donc, il y a ces points-là. Et puis, deuxièmement, il y a des points qui sont relatifs à l'enrôlement lui-même. Parce que l'enrôlement se fait sur un mois, sur 2 semaines, etc. Et puis, c'est très épisodique. La loi, le code électoral, l'article 6 notamment, prévoit que l'enrôlement doit être annuel. C'est un document qui est permanent et constamment, il doit être mis à jour. Mais on n'a pas un état civil qui est maîtrisé, on n'a pas un enrôlement constant. On a une CEI qui, elle, est constante parce que les agents de la CEI sont constamment payés, mais on n'a pas constamment une révision de la liste électorale. Ce qui fait que là, maintenant, pendant les vacances, quand vous lancez l'enrôlement liste électorale, si je vis à Abidjan, que je suis en vacances au Ghana ou au Togo, j'ai que 2 ou 3 semaines. Après, ça devient compliqué. D'accord. Aïcha, rapidement, et on part avec la question Panonceau. Ok, je vais être rapide. Je suis d'accord avec Arnaud, tout à fait, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi quand mes collègues ont parlé. Il y a peut-être un manque de représentation aussi. C'est bien de s'inscrire, c'est bien d'aller voter, mais est-ce que tous les votants ou en âge de voter se sentent représentés par les partis? Bon, je ne sais pas combien d'indépendants on a, je parlais d'indépendants, mais on en a combien? Est-ce que tous les partis ou toutes les mouvances politiques sont représentées? Et puis nous, les jeunes, effectivement, on n'est pas forcément attirés par ce qu'on a vu avant en termes de politique publique. D'accord. La question à Panonceau qui a fait réagir, mais rapidement encore, avant qu'on ne passe à un autre sujet. Alors, doit-on rendre le vote obligatoire en Côte d'Ivoire? C'est le Panonceau, oui ou non? Oui ou non? Tu veux des réponses radicales à chaque fois? Oui ou non? Non. Oui, ça c'est oui ou non, en fait. Rapidement, pourquoi? On est obligé de choisir, en fait. Rapidement. Alors, le vote obligatoire, je suis contre. Pour moi, la démocratie, c'est quand même de pouvoir laisser libre cours aux citoyens de voter s'il en a envie ou s'il n'en a pas envie, s'il a envie de se prononcer ou pas. Mais l'inscription sur la liste électorale, pour moi, si elle devient obligatoire, pourquoi pas? D'accord. Juste à côté de toi, Gandhi. Non, le vote, en fait, peut être obligatoire dans la mesure où je pense qu'il y a des gens qui vont voter déjà au bulletin nul. Donc déjà, je pense qu'avec cette liberté, il faut laisser la liberté aux gens. Voilà, ceux qui veulent voter, ceux qui veulent décider, en fait, qu'ils puissent s'inscrire. Voilà, mais pour moi,
Je ne vois pas en quoi est-ce que ce serait important, même dans les grands pays en fait, développés, en fait, qui décident un peu de la démocratie. Ce n'est pas forcément l'obligation d'imposer à quelqu'un d'aller choisir. Dans certains pays, il y a l'obligation quand même. Oui, oui, mais en fait, ils sont combien en fait? Je veux dire que la démocratie, c'est aussi la liberté. Choisir, n'est pas choisi, c'est choisi. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas obligatoire. Très bien. D'accord. Je Goï. Franchement, Oui. aujourd'hui, je suis Mitigé? vraiment mitigé. Pourquoi? J'explique. Je suis pour le vote obligatoire si on tient compte des bulletins nuls. C'est-à-dire que si la somme des bulletins nuls peut avoir une incidence sur le coût du résultat, à ce moment, je suis d'accord. Mais comment cela se pourrait? Parce que ça va donner quoi comme... il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment représentés. Si on les oblige à aller aux élections, si on a beaucoup de personnes, si on a un candidat qui a 200 000 voix et qu'on a 500 000 bulletins nuls ou bulletins blancs, ben, il faut comprendre que c'est un message que donnent les électeurs. Il faudrait que ça ait une incidence en fait, sur le vote. À ce moment-là, oui, je serais d'accord avec le vote obligatoire. Sinon, je suis non. Moi, je mets oui parce qu'il faut bien un oui, mais je sais que moi, j'aime être nuancé. Donc voilà, le oui, c'est parce que tu m'obliges à choisir, en fait, c'est ça. Donc c'est oui, finalement. Bon, C'est comme ça que tu Arnaud, t'obliges à hein. voter. C'est C'est parce que inscrit sur la liste électorale. C'est je pour tout le suis monde. très Quand bientôt on en inscrite. parle, la question est envoyée à tout le monde. Hein. Vous êtes tous inscrits? Eh Ça ben, va écoute, la complexité de la carte d'identité et sa durée aussi fait que je ne suis pas encore inscrite, malheureusement, mais je vais le faire très bientôt. Oui. D'accord, très bientôt. Dès que tu auras Ma carte récupéré ta d'identité. pièce d'identité. C'est ça. D'accord, on ne sait pas trop pourquoi tu ne l'as pas encore, mais on va ramener cette question très certainement sur ce plateau. La question des inscriptions donc, sur la révision des listes électorales, je retrouve mes mots, chaque année, c'est inscrit dans la Constitution, ça c'est sûr, mais le président donc, de la CEI précise que c'est une question de budget. Pour le faire chaque année, il faut un budget. Voilà, voilà, il fait comme il peut, c'est cela. Allons tout de suite avec le fait du jour. Le fait du jour, malheureusement hier, pendant que nous étions en train d'en parler sur ce plateau, parler de suicide, on nous annonçait donc qu'une autre femme, une femme a tenté ou s'est suicidée, s'est jetée du pont. On n'a pas pu en parler tout de suite pendant cette émission, mais c'est en fait, ça commence à devenir récurrent, donc cette vague de suicides inquiétante donc à Abidjan. Pour en parler, on a joint donc au téléphone le professeur Kwa Amessan Médard, coordonnateur du programme de la santé mentale, qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, professeur. Ça a été... c'est gentil de votre part. Et je suis Eric Landry, je ne serai pas seul à vous interroger avec mes collègues sur ce plateau. On va vous interroger à propos donc, de cette vague de suicides. Ça commence à devenir inquiétant. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, de l'avis du professeur? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Alors, deux éléments. Le premier élément, il y a la surmédiatisation des décès par suicide. Et deuxième élément, qui est la conséquence naturelle, c'est ce qu'on appelle l'effet Werther, qui est le phénomène de contagion suicidaire. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire, la question des décès par suicide sont des problèmes de santé. Et lorsque on montre des images, on décrit de façon journalistique ou bien sur les réseaux sociaux tous les mécanismes suicidaires, ce qu'on observe, c'est que vous faites du recrutement des personnes qui sont en vulnérabilité. Parce que celui qui décède par suicide, qui est dans une situation de crise suicidaire, voit le suicide comme une solution pour apaiser définitivement ses souffrances. Professeur, recrutement, donc, le terme n'est pas fort, recrutement de personnes candidates au suicide. Oui, mais parce que le mot est fort, mais je le dis de façon très claire. Lorsque vous présentez les scènes, les mécanismes, les images, les moyens rapides de passer à l'acte suicidaire, les personnes qui sont en grande vulnérabilité psychologique, parce qu'il faut savoir que le dénominateur commun de toutes les personnes qui sont en grande souffrance psychologique, c'est justement, ils voient le suicide comme une solution, c'est désagréable, mais comme une solution pour apaiser les souffrances. Et donc, lorsque, au niveau du traitement de l'information, on ne prend pas le temps d'offrir d'autres alternatives en disant, si vous êtes en situation de détresse, appelez le numéro vert du ministère de la Santé, le 143. La personne qui est en grande souffrance dit, mais la mort est mieux, malheureusement. Et quand on regarde tous les mécanismes
de passage à l'acte, il y a un caractère commun, c'est l'extrémisme violent de l'acte. C'est regrettable, mais souvent le traitement de l'information, c'est vrai qu'on a l'air du numérique de tout dire, mais beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire sont en situation de vulnérabilité psychologique. Et ceux qui sont en situation de vulnérabilité psychologique, malheureusement, il y a un coup d'accélérateur par l'exhibitionnisme des situations. D'accord. Aïcha, une question pour le professeur. Oui, bonsoir professeur. Alors vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, ce qui me permet aussi de rappeler le numéro très exactement que vous avez donné, c'est 143, excusez-moi pour hier, c'est pas 123. Vous avez parlé de vulnérabilité psychologique. Qu'est-ce qu'on met dans la vulnérabilité psychologique? Parce que l'une des causes de suicide, en tout cas en Côte d'Ivoire, est aussi le stress. Alors le stress n'est pas forcément lié à un problème mental. Qu'est-ce qu'on englobe dans cette vulnérabilité-là, professeur? Alors je vais rapidement décrire ce que vous appelez stress. C'est un niveau de grande souffrance psychologique qui va se manifester par une pression psychologique qui peut toucher la manière de penser, l'organisme de la personne ou autre chose. Alors, le noyau commun, mais on rentre dans un ère où on est obligé de faire de l'alphabétisation en santé mentale. Wow. On est tous habitués à prendre soin de notre santé physique. Et donc, de la même manière qu'on souffre physiquement, donc lorsqu'on a une souffrance au niveau du corps, c'est une souffrance physique. Mais de l'autre côté, au niveau de la santé mentale, il y a ce qu'on appelle la souffrance psychologique. Malheureusement, dans beaucoup de nos pays africains, la souffrance psychologique est vue comme quelque chose de normal, que tout le monde souffre. Et de toute façon, celui qui souffre, c'est un faiblard. Celui qui souffre, c'est quelqu'un qui n'a rien à cirer, c'est quelqu'un qui n'est pas fort. Et malheureusement, on sort de 30 années de crise multiforme, variable, où on n'a pas suffisamment apporté des réponses en matière d'apaisement de la souffrance psychologique, de la détresse psychologique des populations. Je vous donne deux exemples. Le changement climatique est un effet majeur à la fois sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale. Mais comme on a plus investi dans la plupart de nos pays africains sur la santé physique, quand on a mal à la tête, on a des réflexes. Quand on a mal au ventre, on a des réflexes d'aller à l'hôpital. Mais lorsqu'on a quelqu'un qui, dans l'entourage, pleure depuis quelques jours, est démotivé pour aller au travail, pense à la mort, on banalise. On banalise, et le fait de banaliser, ou souvent même de stigmatiser, les problèmes de santé psychologique, de détresse psychologique sont malheureusement à l'origine de ce passage à l'acte. Voilà. Certains pays, même africains, on a une criminalisation des conduites suicidaires. D'accord. Bonsoir, professeur. Je voudrais d'abord vous dire merci, en fait, déjà pour ce que vous faites. Mais moi, ce que je voudrais dire, comment est-ce qu'on peut parer rapidement au plus pressé à l'heure actuelle? Déjà, on a des cas de suicide, en fait, qui se multiplient depuis un certain moment. Quel conseil vous pouvez donner déjà à tous ceux qui vous écoutent, qui sont un peu en état, en fait, de détresse et qui sont au bord du suicide? Voilà, parce que vous avez dit, hein, il y a des gens actuellement qui vous regardent, peut-être qui étaient en détresse, mais avec ce qu'ils ont vu, avec la médiatisation, qu'est-ce que vous pouvez dire pour calmer, en fait, ces velléités de suicide-là, à l'heure actuelle, pour tous ceux qui vous écoutent? Deux choses. Première chose, il faut être empathique. Ça veut dire, autour de nous, on peut apporter une solution. La première solution à apporter, c'est d'être à l'écoute de la personne qui est en détresse psychologique. Très souvent, on dit, ben, attends, c'est pas à cause de ce petit goumen-là que tu es dans cet état. On n'est pas tous égaux dans la manière de supporter la souffrance psychologique. Et donc, premier élément, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ou bien ça peut être un étranger, mais quand vous regardez son comportement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez culturellement, avant, dans les salutations en Afrique, on dit comment ça va, comment tu te sens. En fait, on fait référence à l'état de bonne santé psychologique ou bien de mal-être psychologique. Et donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui est en situation de détresse psychologique, il ne faut pas lui demander d'attraper son cœur. Il ne faut pas lui demander rapidement d'aller prier ou bien d'aller faire quoi que ce soit. C'est de dire, effectivement, vous êtes en souffrance psychologique, l'aide existe, la solution existe. Vous n'êtes pas un fou ou bien vous n'êtes pas une folle, mais vous êtes en grande souffrance psychologique, vous avez besoin d'aide,
Le deuxième réflexe, c'est d'appeler le 143. C'est le numéro vert du ministère de la Santé, où il y a un dispositif de psychologues qui ont été déployés pour appuyer les téléopérateurs du centre d'appel. D'accord. Professeur. Oui. Professeur, nous sommes un média. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique avec les réseaux sociaux. Toute première information tout de suite est postée et relayée. Quel comportement et attitude nous on doit avoir au niveau de nos plateaux télé, hein, de l'information, hein, pour traiter donc ce genre de sujet. Oui. Quelle attitude pour ne pas participer à ce recrutement donc au candidat au suicide? Justement, ne pas présenter des images qui vont encourager. C'est l'effet Werther. Parce que le fait de pouvoir décrire le scénario de l'acte, de passage à l'acte ou de suicide, va créer ce que j'appelle le phénomène de contagion ou bien de mimétisme. Et donc, aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est comment traiter l'information autour des décès par suicide, parce que je vous dis que les décès par suicide sont des décès évitables. On peut éviter. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fatalité. Et pour éviter, il faut bien communiquer. Et nous sommes en train de travailler sur une note d'orientation qu'on va diffuser de telle sorte que, actuellement, vous êtes en train de faire votre émission, vous pouvez passer le message pour dire, en cas de détresse psychologique, si vous avez des idées suicidaires, appelez tel numéro, les solutions existent. Très bien. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes arrivé donc à point nommé hein, pour intervenir dans cette émission parce que nous on se demandait hein, c'était quoi l'attitude, hein, la question est revenue de façon assez récurrente sur ce plateau. Qu'est-ce qui envoie ce phénomène de suicide? Qu'est-ce qui oblige les gens à aller sur les ponts, à choisir les ponts? On en parlait hier, donc il y a quelqu'un qui a été pris à partie ici par d'autres personnes pour la question du choix donc, des lieux de suicide. Merci pour tout ce que vous avez dit dans votre intervention. On aura l'occasion de vous inviter, pourquoi pas sur le plateau, quand le moment sera venu, quand vous allez commencer à lancer donc, cette campagne pour, je veux dire, sensibiliser, à appeler à l'appel, donc à l'aide en cas de détresse. Merci, professeur. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, Très chers bientôt. amis, on a entendu, professeur, avant de poursuivre, hein, on va y aller avec les questions à Panosso, parce que les lieux choisis hein, aujourd'hui, du coup je m'en veux là, parce que on a participé d'une certaine façon, sans le savoir, hein, à médiatiser, à en parler chaque fois qu'on en parle. Derrière, on apprend, quelqu'un vient de se jeter du pont, on a empêché quelqu'un, la façon d'en parler. C'est pour ça que j'ai un peu dit à Gandhi, attention aux mots. Même le sociologue qui est venu ici, je lui ai dit attention aux mots. Parce que c'est nous-mêmes qui disons qu'effectivement, et le professeur a confirmé, les personnes qui se suicident sont peut-être plus fragiles psychologiquement. Alors attention aux mots qu'on emploie. Vous savez que les mots peuvent changer une vie. J'insiste là-dessus. D'accord. Le cours d'une vie, en tout Mais cas. rassurez-vous, on n'emploie aucun mot sur ce plateau-là pour amener quelqu'un donc, au suicide. Non, pas du tout. Nous, notre intention, ce que nous voulons, c'est que tout cela cesse. Hein. Donc, on a envie des fois de vous dire, si vous avez un problème, appelez l'un d'entre nous, mais comme on ne peut pas communiquer nos numéros aussi, parce qu'on a envie de parler. Aïcha s'est parlé, Rayana s'est parlé à quelqu'un pour l'emmener à la raison. Gandhi aussi. Gandhi se le faire. Hein. Et puis, c'est quoi, c'est mitigé Mitigé comme le Panosso. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il parle de médiatisation. Je pense que le fait aussi sur un lieu public, c'est médiatiser. C'est clair. C'est ça. Je suis d'accord. Alors, parlons du lieu public. Doit-on rendre, veiller sur les ponts, mettre un comité de sécuriser les ponts pour empêcher les gens d'aller se jeter du pont, se suicider là-bas? Oui ou non? Est-ce qu'on doit sécuriser les ponts? Le pont de Gaulle, c'est lui qui a été pris à partie ces temps-ci. Moi, je dirais non, on ne doit pas sécuriser les ponts, on doit sécuriser nos familles, nos amis, leur état mental surtout. Non? On doit sécuriser le mental des gens, pas sécuriser les ponts. Alors, il faut tourner ton panneau du côté de la caméra pour que tout le monde puisse voir. Elle a dit non, très bien, voilà. Oui, c'est ça, non. Voilà. Ok. Rayana? Ben, moi, je suis mitigée. Et si on estime que ça peut permettre de rassurer les gens en mettre des longues barrières et tout ça, ben faisons-le. Mais je ne pense pas que c'est ça qui va venir, en tout cas, régler le problème de la santé mentale chez nous. Parce que si ce n'est pas les ponts, ben, c'est ailleurs. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution beaucoup plus pertinente. Mais si ça rassure les gens, oui, pourquoi pas. Ça ne coûte rien de mettre quelques barrières. Ouais. D'accord. Ça coûte un peu d'argent. Arnaud? Oui. Je dirais oui, mais je trouve que c'est une mesure très transitoire en fait, parce qu'on assiste malheureusement à un phénomène qui se passe sur ces lieux-là. Peut-être les sécuriser, mais c'est vraiment très transitoire parce que
C'est juste la face visible de l'iceberg, quoi, parce que le problème est beaucoup plus profond. Donc, mesure transitoire peut-être. D'accord. Bon, moi, je réponds par l'affirmative. Je pense que tout espace qui peut être un lieu pour être... Il faut bien présenter le panonceau pour que tout le monde voit le oui. Moi, je suis d'accord, en fait, pour qu'on puisse sécuriser ces espaces-là. Parce que je dis que tout espace, en fait, tout lieu qui peut être un cadre pour choquer les gens, ou bien pour créer, en fait, un état de choc mental, bon, il y a lieu de sécuriser. Vous voyez, avec le terrorisme aujourd'hui, les grands supermarchés... Ce n'est pas pour choquer les gens. Hein. Donc, sécuriser pour empêcher les gens de se jeter à l'eau. Justement, on sécurise pour ne pas que, en fait, les choses, comme on appelle, pour dissuader. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je suis d'accord, en fait. Pour qu'on ait des patrouilles, même pédestres, en fait, qui viennent là régulièrement, comme ça se passe. Juste, Arnaud a parlé de phénomènes. J'ai entendu parler de ça tout à l'heure dans ta question aussi. J'aurais aimé poser la question au professeur si on est sur vraiment un phénomène ou un épiphénomène sur une population de 22 000 Ivoiriens. Je ne sais pas si 3 ou 4 cas de suicide, aussi triste soit-il, 22 millions. 22 millions, c'est pas ce que j'ai dit, soit considéré comme un phénomène. Donc je pense que pour l'instant, on est encore à l'épiphénomène. Non, mais pour quelque chose qui se passe, quand on a 3, 4 événements en moins de 2 mois, ça commence à devenir un phénomène. Alors, est-ce que c'est cela s'arrête scientifiquement? Que cela s'arrête maintenant? Oui, d'accord. Il faut que cela s'arrête à présent, chers Ivoiriens. Tout à fait. On vous aime tous. On aimerait encore vous avoir savoir vivant le plus longtemps possible. Okay, donc il faut pouvoir parler, je parle avec les mots du professeur, vous adresser à quelqu'un ou vous confier à quelqu'un autour de vous. Il faut que vous aussi, très chers amis, vous qui n'êtes pas en situation de détresse, regardez autour de vous, regardez à votre voisin, à votre collègue, regardez chacun. Et puis, s'il y a à détecter donc, un souci, il faut parler avec lui. Si vous n'avez pas pouvoir donc, de le ramener à la raison, il faut appeler le 143. Il est ouvert 7 jours numéro sur 7, gratuit. Très bien. Et 24 heures sur 24, il me semble. Très bien, d'accord. L'info du jour, on va anticiper tout de suite avec l'info du jour. On y va. Les rendez-vous du RHDP, on en parle maintenant, hein, les rendez-vous du RHDP Kobenan Kwasi Adjoumani. Il dit, et je cite, « La cherté de la vie n'est ni imputable au gouvernement ivoirien, ni spécifique à la Côte d'Ivoire. » Et là, tout de suite, Ariana Assi se jette à l'eau pour analyser les propos. Mais je pense que ce sont des propos qu'on a déjà entendus, n'est-ce pas, venant du parti politique actuellement au pouvoir, qui viennent justement expliquer et tenter, j'ai envie de dire, d'expliquer à la population que tout ne s'impute pas seulement au gouvernement actuel. Il y a eu donc des épisodes qui ont, j'ai envie de dire, frappé, entre guillemets, le monde. Énormément de pays sont touchés par la cherté de la vie. Mais après, est-ce que ça répond vraiment aux préoccupations et à la détresse des populations qui, tout simplement, estiment ne pas avoir reçu assez venant du gouvernement, qui lui, de son côté, estime avoir fait quand même beaucoup de choses en subventionnant une bonne partie des produits de première nécessité lors des crises Covid, lors de la période de crise russo-ukrainienne, avec j'ai envie de dire, l'inflation du coût de l'essence et tout ce qui s'en est suivi. Donc en tout cas, on entend bien ces propos qui sont pertinents pour une part. Est-ce que ça vient quand même apaiser les cœurs des Ivoiriens? Je ne pense pas trop, mais je pense quand même qu'il faut qu'on aille sur des mesures qui viennent réellement et de façon factuelle apaiser les Ivoiriens. Très bien. On va revenir à Arnaud Goï, hein, qui va nous rappeler, parce que cette assertion est sortie donc, lors des rendez-vous du RHDP. Arnaud, tu vas nous situer donc, le cadre hein, donc, de ces rendez-vous du RHDP. Le parti au pouvoir, le RHDP, organise des rendez-vous comme c'est le cas aujourd'hui, où des ministres, des cadres du parti discutent avec des internautes, des militants, des sympathisants et même tout le monde sur la vie de la nation et la vie du parti. Donc c'est à l'occasion de ces rendez-vous-là que l'on a eu ces différents propos. Maintenant, pour rebondir vraiment sur le propos de cherté de la vie, ce n'est pas très empathique hein, déjà, parce qu'on a des populations qui vivent des situations assez difficiles. Situations assez difficiles liées à l'urbanisation ici à Abidjan, liées au gaz, liées au coût du transport, liées au coût du carburant,
des loyers, etc. Donc, on a tout qui a augmenté et ça ne nous console pas ou ça ne nous aide pas en nous disant que les autres également souffrent. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, gouverner, c'est également prévoir. Il y a des choses que l'on peut anticiper. On a la chance ou pas, mais moi, j'estime que c'est une chance d'avoir un gouvernement qui se réclame libéral et je trouve qu'il y a beaucoup de mesures libérales qui aideraient justement à pallier un certain nombre, enfin à avancer sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'électricité qui est chère, pas toujours de qualité, des coupures, on n'est pas toujours prévenu, par exemple. Voilà. C'est un domaine qui peut être libéralisé. Dans d'autres villes, vous avez des capitales où on a 10, 15 compagnies d'électricité, rien que pour simplement la capitale. Il y a également les énergies renouvelables pour ce qui est de l'électricité, par exemple. On est dans un pays où on a le soleil 9 mois sur 12, mais étrangement, dans notre pays et sur notre continent, même en général, on a très peu avancé sur la question de l'énergie renouvelable. Ça commence à venir un peu quand même, hein, n'est-ce pas? Oui, un peu, mais c'est encore un peu cher. Il n'y a pas suffisamment de défiscalisation, etc., pour permettre que ce soit accessible. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est quand même un aveu d'échec. Hein. C'est un aveu d'échec parce que quand on a une croissance en fait qui évolue, une croissance à 2 chiffres, comme on le dit, on a la voirie qui se développe, on applaudit le gouvernement. Mais pourquoi est-ce que quand il y a ça, le gouvernement ne veut pas, en fait, comment on appelle, assumer cette responsabilité-là? Quand dans un pays, des gouvernants, parce que je me rappelle, 10 ans, 20 ans en arrière, on a vu ici des politiques attaquer les autres qui étaient là pour dire, en fait, il y avait de la pauvreté, il y avait tant, c'était de l'œuvre. C'est seuls les gouvernants dans un pays qui sont les responsables de tout ce qu'il y a de bon comme de mauvais. Pourquoi est-ce qu'on peut applaudir le gouvernement quand c'est bon, mais quand c'est pas bon, on peut se dire non, en fait, c'est pas de notre... Mais la faute est à qui? La faute est au gouvernement, c'est clair. Je pense que ça, c'est pour moi, hein, c'est un aveu d'échec, en fait, de la part de, en fait, du RADP comme excuse. Mais c'est eux qui sont en charge, en fait, de tout ce qui concerne actuellement le pays. Et c'est quand il y a un problème, c'est à eux de voir ça. Voilà. C'est à eux de nous trouver des solutions, n'est-ce pas? Rayana aussi. Je comprends bien les propos de Gandhi, mais bon, là où je vais pas spécialement être d'accord, c'est quand il dit qu'ils se dédouanent. Ils ne sont pas en train de se dédouaner, en tout cas pas de ce que j'ai lu. Ce que je lis, c'est une tentative d'explication de la généralité du problème, qu'on ne mette pas sur le RHDP ce qui est finalement mondial, ce qui s'est ressenti dans plusieurs pays. Mais là où je peux rejoindre son propos, c'est de dire que le paradoxe pour nous, citoyens, et nous qui ne sommes pas du gouvernement et qui ne comprenons, j'ai envie de dire, rien à comment est-ce qu'ils font leurs prévisions, c'est que quand on dit qu'on est tous dans une période de crise mondiale et qu'il y a des inflations et que les besoins de première nécessité deviennent, j'ai envie de dire, beaucoup plus difficiles à être finalement assouvis. Pourquoi est-ce qu'on a une augmentation du prix de l'électricité? Pourquoi est-ce qu'on a des ponts à péage qui viennent avec des tarifs qui font polémique? Pourquoi est-ce que finalement on se retrouve avec un coût de la vie qui est beaucoup plus élevé sur des, j'ai envie de dire, sur des sujets qui ne sont pas prioritaires finalement? Donc c'est ce paradoxe qui vient un tout petit peu frustrer les populations. Il y a des pays où le gouvernement a donné l'exemple. C'est vraiment réduire les primes, c'est réduire le train de vie de l'État lui-même, c'est vraiment montrer qu'on est ensemble dans cette souffrance qui est mondiale. Là, on est cohérent. Mais il ne suffit pas de dire c'est mondial, mais d'avancer dans le développement sans regarder au visage humain de ce développement. Très bien, merci. Merci Rayana. Aïcha, oui, moi je voulais dire très rapidement, sur la cherté de la vie, c'est quelque chose qui est dur effectivement à supporter, même peut-être psychologiquement, mais parfois, c'est nécessaire aussi pour l'économie globale d'un pays. Je dis ça en toute bienveillance. Et c'est vrai que si on prend par exemple l'augmentation de l'électricité récente de 10% en Côte d'Ivoire, elle a été beaucoup plus importante dans d'autres pays de la sous-région, par exemple, si on veut comparer. Et puis, je voulais parler d'un chiffre aussi intéressant par rapport à la malaria, donc on appelle communément le PALU. On a annoncé donc une étude conjointe avec Oxford Economics Africa et l'ONG Malaria. Un lien avec la cherté de la vie? Oui, parce que je voulais parler justement du fait que... Alors, en fait, je voulais parler de l'économie plus globalement et du fait que le fait d'avoir ce vaccin donc contre le palu pourrait injecter 142,7 milliards dans l'économie aussi ivoirienne. Parce qu'effectivement, on parle de cherté de la vie, mais la vie a augmenté parce qu'aussi on a besoin de sous dans les caisses. Merci à tous. C'est là qu'on s'arrête. On va chuter pour revenir. Si vous avez des avis à donner sur autre chose, on se retrouve juste après.
On est de retour sur le plateau du Talk des vacances et vous continuez à être nombreux sur notre direct. J'ai promis tout à l'heure donc saluer quelques-uns parmi vous, parce que vous êtes très fidèles. Parmi les fidèles, il y en a beaucoup quand même qui tous les soirs sont au rendez-vous. Titi un peu Aïcha, Titi Isabelle Bouvor, ou parlent de chacun de nous, mais c'est bien, vous nous encouragez, vous nous donnez la force quand vous participez bien sûr à tous nos débats. Et quand nous sommes de retour, on y va tout de suite avec la vidéo du jour. La soutenance de Koné Katinan, donc un cadre du PPACI, a été interrompue ce jour à l'université de Cocody. On regarde cette vidéo. Oui, en effet, j'avais été programmé ce 31 juillet, pardon, pour soutenir notre thèse. L'université m'a donné toutes les autorisations. Nous avons eu l'amphi, la localité, tout a été fait. Et c'est vers les 11h30 midi qu'on m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelques échauffourées avec la FECI qui se plaindraient que certains des leurs auraient été arrêtés, ont été arrêtés, qui devaient être jugés libérés aujourd'hui. Malheureusement, on a reporté leur jugement en octobre et pour cela, ils ont demandé que l'université soit fermée. Nous avons essayé de négocier avec eux. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc la thèse n'a pas pu être soutenue. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter les excuses à nos maîtres. Tous les membres du jury qui étaient déplacés, il y en a même qui sont venus d'autres pays pour évaluer nos travaux scientifiques. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Il faut rappeler donc la thématique de la thèse de Koné Katinan, c'est la problématique de la propriété foncière en Côte d'Ivoire. On en parle un peu avant de poursuivre et puis faire l'analyse de tout ceci. Ce qui s'est passé, Gandhi. Oui, en fait, aujourd'hui, on a assisté à la paralysie de l'université Félix Houphouët-Boigny, comme l'université aussi d'Abou Adjamé, et on impute ça à la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. On a abrégé la FECI. La FECI. Déjà, il y a M. Katina, qui est cadre du PPACI, qui a subi un dégât que je peux appeler un dégât collatéral pour la circonstance. Bon, on a tendance chaque fois à accuser, c'est vrai, la FECI sur ce coup. C'est vrai que bon, je reproche beaucoup de choses à la FECI, mais je pense que sur ce coup-là, après avoir entendu certains responsables de la FECI, je pense qu'il y a eu un problème de dialogue entre les autorités et la fédération. De quoi s'agit-il? La FECI a jugé que des étudiants avaient été arrêtés et qu'à l'heure actuelle, nous sommes à l'heure des compos. Et que si ces étudiants qui avaient été arrêtés, après avoir échangé avec les autorités qui leur avaient donné, en fait, qui les avaient rassurés du fait qu'ils allaient être libérés pour pouvoir aller composer, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, 31 juillet, les magistrats, c'est-à-dire que vont en vacances judiciaires pour une certaine période. Et quand la FECI a essayé de calculer, de voir, ce n'était pas possible que ces étudiants qui étaient emprisonnés puissent composer, ils allaient perdre leur année. Donc c'était la manière pour elle, la fédération, de se faire entendre. Est-ce la bonne? Est-ce que c'était justifié? Sans toutefois, en fait, faire le bilan aujourd'hui de la FECI, mais je pense que par moment dans la vie, quand on a une question de vie ou de mort, il y a des attitudes qu'on prend. Ça me fait penser déjà aux militaires par le passé qui veulent se faire entendre, qui ont bloqué toutes les voies d'Abidjan, et le président était obligé de... Tu auras l'occasion d'aller un peu plus loin donc, dans ton propos, mais pour mieux comprendre qui est de mieux placé que le secrétaire général actuel de la FECI, Sié Kambou, que nous avons donc au téléphone. Nous avons joué au téléphone. Monsieur Sié Kambou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. D'accord. Avant de vous interroger, je voudrais préciser déjà que ce n'est que vraiment un dommage collatéral, pas visé donc la personne de M. Koné Katinan. Donc, ce sont toutes les activités au sein de l'université de Cocody qui ont été perturbées donc, par cette manifestation. Alors, M. Sié Kambou, de quoi s'agit-il? Bon, il faut dire que depuis le 4 juin 2024, on a eu 4 de nos camarades qui ont été interpellés au niveau et nous avons des... Il serait bien que vous vous mettiez dans une position où le réseau ne nous lâche pas. Parce qu'il y a des micro-coupures qui font qu'on n'entend pas donc, totalement ce que vous dites. On aimerait vraiment entendre, vous allez reprendre votre propos. De quoi s'agit-il exactement, M. Sié Kambou? Je dis, on a été arrêtés 4 2024. D'accord. On s'entend? Difficile communication, je pense qu'il y a un problème. On vous entend, mais bon, il y a des micro-coupures. Est-ce que vous pouvez peut-être changer de position pour qu'on puisse mieux vous entendre? Il y a des coupures qui laissent votre message.
Attention. Est-ce qu'on pourrait rappeler, M. Sekambou, s'il vous plaît? Voilà, il faut le rappeler, il faut raccrocher, le rappeler, pour qu'on puisse entendre son propos. La FESI, encore indexée, qui se plaint, à juste titre ou non, on ne sait pas, on en saura beaucoup plus, mais on fait une analyse quand même sur ce plateau. On continue de tourner avec Arnaud Goï. Est-ce que l'acte de la FESI est légitime? Pas forcément, mais en même temps, je comprends, parce que le problème qui est soulevé, c'est un problème non seulement qui concerne les étudiants, les 4 étudiants qui ont été arrêtés et qui risquent de perdre leur année, mais c'est surtout la question de justice, en fait, derrière, parce que lorsqu'il y a des vacances judiciaires et que vous êtes, voilà... Vous avez un dossier. Voilà, vous avez un dossier. Vous allez attendre 2 mois, ça veut dire. Ah, il faut attendre. Et si après vous êtes libéré, vous vous rendez compte que vous avez passé 2 mois soit à la police, ou on vous a déféré, etc. Une question, donc, pourquoi ne pas gérer toutes ces affaires courantes avant d'aller aux vacances? Bon. Non, là ce serait compliqué. Ce sera vraiment compliqué de tout gérer, parce qu'il y a toujours des affaires. Oui. Donc, il y a la gestion, en fait, des vacances judiciaires, comment on gère ça. Donc, c'est un problème véritablement crucial. Mais de là à paralyser complètement l'école, je présume qu'il n'y a pas eu de préavis de grève ou quelque chose comme ça. Et surtout qu'on a très souvent ce genre d'arrêt des cours là, ça pose quand même un petit problème, parce que c'est malheureux, mais en même temps, ils sont pas les 4 jeunes là ne sont pas les seuls qui attendent les vacances judiciaires, malheureusement. Bon, donc si chacune des personnes qui attend les vacances judiciaires devrait se plaindre, ça risque après de devenir. Il y a beaucoup de cas là-bas quand même. Voilà. Hein, même si je comprends la frustration en fait de la FESI. D'accord. Alors, c'est une manifestation spontanée, il faut le dire, dès l'annonce du fait que ce jugement n'a pas été fait et qu'ils doivent attendre encore 2 mois. Rayana? Oui, moi je constate tout simplement, en toute objectivité, que la FESI a cette tendance ou cette habitude, entre guillemets, à manifester selon ses intérêts ou selon les intérêts qu'elle défend, sans toutefois penser aux dommages collatéraux, comme c'est le cas aujourd'hui, comme ça a toujours été le cas. C'est pas la première fois que sur des plateaux de télé, on explique qu'il s'est passé telle chose, que la FESI a fait arrêter ci. Moi, je pense qu'à un moment, il faut trouver en fait des moyens beaucoup plus, j'ai envie de dire, grands, des moyens beaucoup plus pertinents, des moyens beaucoup plus justes pour régler les conflits. Et tant qu'on laissera, pour moi, tant qu'on laissera la FESI s'exprimer de telle manière, elle s'exprimera toujours de telle manière. En tout cas, moi, ce sont des actes que je condamne personnellement, parce que pour moi, ce n'est pas les meilleures façons de régler les conflits ou d'exprimer des mécontentements, encore moins pour une fédération comme la FESI, qui représente quand même, j'ai envie de dire, tout un groupe d'étudiants et malheureusement ces étudiants-là eux-mêmes payent pour les décisions que parfois la FESI prend. D'accord. Donc est-ce que c'est les meilleures façons de faire? Non, pas pour moi. Le général, le G, comme on l'appelle donc sur la cité, le général est de retour avec nous donc à l'antenne. Monsieur Kambou, vous êtes là. Monsieur Sié-Kambou, vous êtes là. Est-ce que vous... Oui, je suis là. D'accord. Revenons donc sur notre question. Revenons sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je dis depuis le 4 juin 2024, on a eu 4 des autres qui ont été interpellés au niveau de Yopougon. D'accord. On a entrepris cette démarche pour les participer première session. Malheureusement, ça va gagné. Vous voyez que ça fait dans ce mois, dans les deuxièmes sessions. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chance avec la communication aujourd'hui avec vous. Allez-y, continuez. Voilà, aujourd'hui, on nous a... J'étais au parquet. À 11h, on nous a demandé de retourner. Et que c'est le... Pourquoi on va les rester les enfants de leur année académique. D'accord. Là, on ne peut pas faire. D'accord. On s'attendait à ce qu'ils soient jugés et libérés très certainement, mais bon, on se rend compte qu'ils vont rater leur année académique étant donné qu'il y a examen et qu'étant détenus, ils ne pourront pas donc passer ces examens-là. Question sur le plateau. Bon, pas de question, hein, mais moi, ce que je veux dire que par moment, on a eu ce qu'on appelle des libertés provisoires dans ce pays. Pour des gens qui voulaient déjà composer, la FESI avait déjà informé les autorités, les étudiants ont raté la première session, la deuxième session aussi, ils rataient la deuxième session, c'était fini, c'était une question de vie ou de mort. Dans ce pays-là, on a vu des gens qu'on a libérés ou on a parlé de liberté provisoire. Je pense qu'avec les échanges qu'ils avaient eu déjà avec la direction de la FESI, on les a rassurés.
Et aujourd'hui, s'ils n'étaient pas libérés, qu'est-ce qui devait advenir? Voici le problème. Maintenant, ce que moi je veux dire, il ne faudrait pas qu'on accuse la FESI pour dire, bon, la FESI aurait empêché Katina. Ça, c'est un dégât collatéral. On a précisé. Oui, mais en fait, moi, sur ce coup, par moment, on a tendance à voir carrément l'image extérieure parce que c'est la FESI. Mais en fait, qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas libérer des gens qui ne sont pas allés prendre des armes pour pouvoir aller... Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce propos? Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement à ce propos, secrétaire général, M. Siekambou? Est-ce que vous avez parlé de liberté provisoire pour permettre à vos camarades de passer leurs examens? Oui, au niveau on a mis aux camarades qui ont fait la demande d'aller. Ils ont fait la demande a été les 2 fois. Les 2 fois, la demande a été rejetée. D'accord. Est-ce que c'était le seul moyen de manifester? Parce que toutes les activités au sein de l'université ont été arrêtées quand même. Est-ce que c'était pour vous le seul moyen de faire pression pour la libération de vos amis? Monsieur, nous sommes depuis 2 mois. Et depuis 2 mois, une manifestation. On est surtout, j'ai même un DH pour leur demander de ses camarades qu'ils puissent participer aux examens. Et puis la semaine dernière, a déjà tout ce que nous demandons, faire les camarades aux examens. Et ils sont retournés, sont eux là. Donc, répondre par là. D'accord. Nous comprenons en substance que tout a été fait. Vous avez tenté par tous les autres moyens pacifiques, comme vous le pouvez, donc de demander leur libération provisoire. D'autres questions sur le plateau avec nos amis. Est-ce que vous comptez vous arrêter là, après cette manifestation d'aujourd'hui? La libération des gens. Alors qu'on parle des résultats, c'est-à-dire que dans les résultats là-bas. D'accord. On va vous remercier d'avoir accepté de parler avec nous. On a essayé de comprendre mieux, mais bon, on a compris l'essentiel. Okay, vous êtes passé par tous les moyens pacifiques pour demander la libération, pour leur permettre, très bien, pour leur permettre de passer leurs examens, ne pas rater l'année académique. Vous n'y êtes pas arrivé. Mais après ça, la suite, ce sera quoi? La suite, c'est parler de tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de suite, nous, pour la libération. On les libère. D'accord. C'est la libération de leurs camarades qu'ils demandent. Merci, M. Siekambou, d'avoir accepté d'intervenir sur notre plateau. La communication n'était pas parfaite, mais bon, nous avons compris en substance donc l'essentiel de son sujet, de son propos. Chers amis, analyse sur ce plateau, Aïcha. Oui, alors pour revenir à ce que mes camarades sur le plateau disaient, peut-être que ce n'était pas une date fortuite, la date de la soutenance de M. Koné Katinan. Peut-être que justement une personnalité politique aussi peut faire passer leur message plus fort. La preuve, il en a parlé publiquement au micro de plusieurs médias. Donc je condamne évidemment tout ce qui est violence. On n'a pas eu d'écho par rapport à des blessés, etc. Mais on a parlé d'échauffourées. C'est déjà condamnable. Après, effectivement, la fougue va un petit peu aussi avec la jeunesse et c'est très courant dans les milieux étudiantiens dans le monde entier. D'accord. On ne va pas politiser. Il a même dit, précisé, donc M. Koné Katinan, que c'est vraiment un dommage collatéral qui n'a rien à voir avec lui. Donc il ne faut pas politiser l'affaire. Donc il n'est au courant de rien du tout sur cette affaire de politique. On en parle sur les réseaux sociaux, mais ça n'a rien à voir avec lui. C'est aujourd'hui que les étudiants ont été informés du fait du report de ce procès-là. Donc ça a été une manifestation spontanée qui n'a rien à voir, effectivement, avec la soutenance de thèse de M. Koné Katinan. Oui, c'est clair que on est dans un contexte où c'est important, comme tu le dis, de ne pas politiser justement ce dommage collatéral, parce qu'on a vu que ça a été assez repris quand même par certains médias, certains organes de presse, etc., avec justement le gros titre, donc la soutenance de M. Katinan qui a été suspendu. Alors ce n'était pas visé, donc ça déjà c'est important. Et moi j'aimerais rebondir pour dire que la soutenance surtout de M. Katinan, que je respecte, n'est pas plus importante que celle de tous les étudiants qui ont essayé de soutenir et qui ont vu leur soutenance se faire interrompre également par les activités de protestation de la FESI. Et encore une fois, je comprends les explications de M. Siekambou, je comprends également la pertinence donc, de leurs demandes et de leurs démarches, mais ce que je ne comprends pas, c'est le paradoxe. Quand on se bat pour que 4 étudiants bénéficient de leurs droits, pourquoi est-ce qu'on prive toute une université de son propre fonctionnement? Je ne comprends toujours pas le paradoxe dans ce fonctionnement et je pense juste que c'est la conséquence d'une habitude qu'on a laissée à la FESI. On va permettre à Arnaud Goï de réagir aussi.
Oui, je voudrais quand même rappeler aussi que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est quand même mal classée. Hein. Lorsqu'on regarde le classement de Shanghai, qui chaque année permet de classer les meilleures universités dans le monde et celles en Afrique, on se rend compte que dans le top 100, et il me semble même dans le top 200, il n'y a même pas l'université de Cocody. Donc il y a déjà beaucoup de mots de l'université de Cocody, on en rajoute encore. Rapidement, Panonceau. Question, la FESI exagère ou pas dans sa façon de poser ses revendications sans commentaire, hein, ok, on va chuter. Elle exagère. Ryan a dit oui, d'accord. Gandhi dit non, elle n'exagère pas. Aïcha, pareil, non, elle n'exagère pas. Donc, Arnaud Goï dit oui, elle exagère. Voilà, c'est partagé, hein, les avis sont partagés sur ce plateau. C'est vraiment 50-50. Et toi, Eric? Heureusement que je ne donne pas mon avis. Moi, je pose des questions, je suis modérateur. Et ça, c'est. Mais tu as deux trucs, tu as deux tableaux avec toi. Oui, j'ai deux tableaux. Donc, tu me demandes, je dis oui et non à la fois. Donc, voilà, tout va bien. Merci à vous tous de nous avoir regardés encore aujourd'hui. On prendra plaisir d'avoir été avec nous. On remercie toutes les équipes techniques et éditoriales. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux. Merci d'être là. Demain, on va faire la liste et puis on va vous saluer. Parce que j'ai posé la question, tout le monde est chaud pour que j'ai dit son nom finalement. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve demain. Je dis shalom.